comment l'extrême droite est arrivée à imposer ces sujets et ces termes ensauvagement, recivilisation, décivilisation et tout, dans le débat public, avec en plus le fait qu'il n'y ait plus du tout de réponse en face. Enfin, il n'y a plus de journaliste qui dit quoi que ce soit en face. Et on a atteint le paroxysme avec justement la journaliste Barbara Olivier Zandroni, qui a été mise à l'écart par sa direction de la présentation du journal de 13h de la radio RCI Guadeloupe, après son interview non complaisante de Jordan Bardella. Une éviction bien sûr suivie du silence des journalistes et éditorialistes, pourtant si prompts d'habitude à défendre leurs consoeurs et confrères et la liberté d'expression et de la presse. Nous, c'est ce qu'on voit, là ça fait quelques années qu'on regarde beaucoup les médias et leurs paroles sur le sujet, et je pense qu'il y a les éléments de langage de l'extrême droite qui sont arrivés dans un premier temps. Aujourd'hui, on les voit transparaître justement chez les macronistes, Darmanin. On a vu aussi là Édouard Philippe qui a dit que le racisme anti-blanc existait, etc. Et je pense que la vraie passade entre les deux, déjà il y a des proximités idéologiques qu'ils ont entre eux, et c'est vraiment pour moi un travail de fond journaliste qui a été fait. Et justement, tu parlais des éditorialistes, etc. C'est que c'est vraiment, à mon avis, eux qui ont permis la légitimation d'un tout nouveau langage, soit en le remettant jamais en question, soit en l'utilisant eux-mêmes, quoi. Ça veut dire que c'est aussi ça, c'est que là où on identifiait directement des mots, un lexique de l'extrême droite pour parler de réalité, où on savait que c'était eux qui utilisaient ça, en fait aujourd'hui c'est devenu les modes de façon de... C'est la façon de décrire le réel est toujours faite à partir du lexique de l'extrême droite, etc. Et ça, je pense que les politiques ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes pour légitimer ça, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité du système médiatique sur le sujet. Et aussi, je pense qu'il y a des choix politiques qui sont faits, notamment par Darmanin, par les macronistes, où je pense qu'ils font un pari de l'extrême droite, quoi. C'est qu'ils font un pari de l'idéologie de l'extrême droite qu'aurait, selon eux, c'est à ça qu'il faut, selon eux, aurait gagné le peuple en général, et que s'ils veulent rester audibles, ils sont obligés de s'aligner, quoi. On l'a vu, Darmanin, c'est sa stratégie en permanence. Et je pense aussi que c'est, là on l'a vu sur la question de la loi sur l'immigration, je pense que sa colère qu'on a vu, lui et ses proches, de ne pas avoir été suivis par l'extrême droite, je pense que c'est aussi le truc de mon pari, d'avoir fait tout le temps tout comme eux, d'avoir joué sur leur plate-bande, en fait, elle est même pas suivie. Et est-ce qu'ils se rendent compte qu'il est aussi leur idiot utile ? Est-ce qu'il va... Moi, bon, je compte pas sur lui pour être un peu malin, ça m'étonnerait qu'il le soit un jour, mais on voit qu'il y a une sorte... Le truc le tribloc là, dont tu parlais, Macron, extrême droite... et la gauche, la France insoumise, j'ai l'impression qu'il y a une fusion, quoi. C'est-à-dire le bloc macroniste fusionne avec l'extrême droite, et notamment par les outils médiatiques qui les mettent ensemble. Ça veut dire que les médias d'extrême droite, CNews ou quoi, ceux qui légitiment dans le débat public, c'est toujours l'extrême droite et les macronistes, et c'est jamais la France insoumise, c'est jamais la gauche, quoi. Le fameux arc républicain. Ouais, voilà, ça, le fameux arc républicain. Et après, moi, j'ai l'impression, c'est parce que j'ai envie d'être optimiste, j'ai l'impression que ils sont en train de se planter, et même qu'ils sont en train d'enlever la puissance médiatique du Rassemblement national, qui était le contre-pouvoir, ce truc-là qui avait un peu dans la tête des gens qui votaient pour eux il y a quelques années. J'ai l'impression qu'ils sont même en train de le perdre, parce que, de fait, c'est ceux qui sont légitimes dans les grandes télés, dans les grands médias, c'est ceux que Darmanin reprend pour faire ses discours. Donc en fait, ils n'ont plus rien d'un contre-pouvoir, ils n'ont plus rien même de corrosif, ils n'ont plus rien un peu qui est un peu différent, quoi. Donc d'antisystème, ils n'ont plus le truc anti-système dissident, et aujourd'hui, ils sont en train de l'offrir. Après, là, c'est vraiment une vision optimiste. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'offrent, notamment à la France insoumise, à vous, où ça devient le vrai discours qui va à contre-courant. Et puis, je pense qu'en fait, c'est vous, quoi. Tu parlais sur les arguments politiques, mais il y a aussi, on voit les médias qui se transforment. On sait Bolloré, je pense, on voit ne serait-ce que l'impact qu'il a sur CNews, sur TPMP. Et en fait, on voit comment ça s'est extrême droitisé. Alors, j'ai l'impression que les journalistes, les éditorialistes, ils se disent « Super, ça fait des audiences, c'est que à ça que pensent les Français », comme disait Raz. Mais aussi, ils ne se rendent pas compte qu'à force d'attaquer le wokisme, la France insoumise, la gauche, les étudiants, etc., en fait, ils sont en train d'énerver un tas de gens. Et je pense que là où Raz a raison, c'est qu'ils sous-estiment que pour beaucoup de gens, ils sont un peu toujours, il y a cette crise, on le sait, cette défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des élites, etc. Tout ce discours un peu qu'on entendait pendant les Gilets jaunes, qu'on a entendu Nuit debout, qu'on entendait déjà sous Hollande, etc. Donc c'est un discours qui monte. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de tellement tout passer
à Marine Le Pen, au Rassemblement national, de récupérer les éléments de langage de Zemmour, qui sont en train de faire de ce discours le discours hégémonique. Et ils sont en train de transformer Mélenchon, par exemple, on le voit là avec toute la séquence à le traiter d'antisémite, etc., comme le candidat qui n'est plus républicain. Du Hamas. Ouais, voilà. Mais quand on voit ça, moi je trouve ça c'est intéressant, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui mangent ça toute la journée dans leur télé, mais qui ont l'intelligence de recevoir ce qui se passe et de se dire ah Ils d'accord. prennent les gens pour des cons. Hein. Donc en fait vous vous alliez. Mais par contre, là, vous dites que c'est du mal. Et en plus, pour beaucoup de gens, il y en a qui, la Palestine, c'est un sujet, par exemple, qu'ils pensent depuis des années. Donc là, ils sont en mode, non, mais on ne peut pas juste le qualifier comme ça, parce qu'il parle de crimes de guerre, parce qu'il essaye aussi de prendre en compte qu'il y a des massacres actuellement à Gaza. Donc en fait, je pense que ce genre de choses aussi, ça choque les gens. Et ils sont en train de... Ouais, tu sens que ce truc, cette volonté de dire plutôt Le Pen que la France insoumise. Quoi. On sent qu'il y a cette chose-là. Mais est-ce que ça va coincer ? Alors j'espère, je suis optimiste. J'avais commencé ma question en disant, vous êtes jeune, vous êtes sur les réseaux, et vous parlez quotidiennement ou presque de politique. Vous faites des réacts, vous êtes connu aussi pour votre humour, votre provoque, votre parole anti-bourgeoise. Et dans une interview à Socialter, vous avez déclaré à ce sujet vouloir évacuer le conflit politique, c'est se tirer une balle dans le pied. Et vous ajoutez, quand on ne répond pas à l'extrême droite, elle gagne en puissance. Alors là, justement, on a parlé des médias mainstream, mais les jeunes ne regardent pas ou plus les médias. Et l'extrême droite a aussi ses réseaux, ses comptes YouTube, ses chaînes YouTube et ses relais. Comment, justement, l'extrême droite parle aux jeunes sur les réseaux sociaux et comment, justement, on peut lutter contre ça ? Elle a plus de mal aujourd'hui, je dirais. Ouais, je suis d'accord. Alors, elle est toujours présente, mais pendant un moment, l'extrême droite est allée sur Internet avant tout le monde parce qu'elle était beaucoup censurée. On pense à Alain Soral, Dieudonné, etc., qui, je pense, ne sont pas allés sur Internet de bon cœur, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ils ont découvert qu'en fait, il y avait des gens qui pouvaient écouter. Et du coup, ils s'y sont installés très en avance. Et c'est vrai qu'ils avaient ça au début pour eux. Mais après, plein de gens se sont rendus compte de ce que c'est YouTube, de ce que c'est les réseaux sociaux en général, et même qu'on pouvait y développer une parole militante. Faut pas oublier les progrès sur la question antiracisme, de féminisme. Les réseaux sociaux ont apporté beaucoup de choses, même ont mis en valeur des luttes, des personnalités. Donc voilà, on a vu tout ça ces dernières années. Mais pendant un temps, ils avaient aussi ce côté un peu cool, parce que on avait les blagues Papacito, on avait des choses comme ça où ils pouvaient être plus drôles que justement la conférence de gauche. Avec un mauvais son, nous on se moque souvent avec phrases, le son de gauche. C'est ça, quoi. On a un peu cette image-là, et du coup, eux, ils arrivaient, ils avaient de la punchline, alors parfois des idées épouvantables, cachées, dissimulées ici et là, mais il y avait des gens qui étaient réceptifs à ça, parce qu'ils étaient aussi allergiques justement au ton de la télé, au ton un peu universitaire, bourgeois, etc., Et ils avaient cette image, l'extrême droite avait encore cette image aussi de on dit la vérité sur les femmes, on dit la vérité sur ce qui se passe dans le pays, sur la virilité, sur des choses comme ça. Mais là, ces derniers temps, avec justement le fait qu'ils sont partout à la télé, jouer les antisystèmes et les dissidents, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup d'entre eux, dès qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent, de popularité, ils se sont lissés, comme beaucoup de youtubeurs, etc., en mode « oula, faut que je fasse un peu plus attention », etc. Donc il y a les enjeux publicitaires aussi qui rentrent. Et au-delà de ça, aujourd'hui même, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la gauche, dans ce qu'elle essaye de revendiquer, toutes ces luttes-là dont on a parlé, elle apporte ce caractère un peu puissant, qui mobilise, où on se dit non mais là il faut qu'on résiste, c'est de plus en plus grave, il faut qu'on fasse bloc, il se passe quelque chose, et on voit que il y a un décalage entre la jeunesse, les réseaux sociaux, et la vieillesse et la télé, et du coup on a envie, on se dit mine de rien, si on réfléchit sur le temps, on peut potentiellement gagner. Donc je pense que les gens retrouvent une forme d'espoir. Et limite, même aujourd'hui, elle paraît un peu ridicule. Parce qu'il y a les influenceurs, on pense à Gros Lardon, la horde de Gros Lardon. C'est ça, c'est que nous, il y a une hypothèse qu'on a faite en arrivant sur Internet. Tu vois, ça te fait rire. Il y a quelques années, c'est que la gauche, et je pense que ça a été aussi son honneur et sa grandeur pendant longtemps, a été très théorique et très aussi dans l'exposition des faits, dans jamais même parfois pas trop sortir de ses gonds, ou alors dans des cadres très précis de lutte sociale, etc. Mais en tout cas, dans le discours, il y avait un truc de nous, on a avec nous notre culture politique, on a avec nous tout ce qu'on a appris, on n'a pas besoin
d'utiliser de faibles armes un petit peu. Il y avait un peu cette idée-là à gauche et qui avait un peu transparu sur Internet. Et même Internet l'avait sursignifié par manque de légitimité. C'est-à-dire que les quelques youtubeurs qu'il y avait, comme c'était sur un médium qui n'était pas très légitime, fallait surjouer le côté ampoulé universitaire. Et en fait, nous, on est arrivé aussi avec l'hypothèse de se moquer de l'extrême droite, d'essayer de la ridiculiser, d'essayer de montrer à quel point ils sont minables, à quel point ils sont ridicules, comme tu dis, à quel point globalement aussi, dès qu'ils ont commencé à avoir de la thune, ils ont perdu leur radicalité. Enfin, et Gros Lardon, pour moi, c'est le résultat de ça. Ça veut dire qu'il y a eu, en même temps, les gens de gauche compris la mesure du. C'est ça, ouais. Il y en a deux. Ouais, c'est ça, il y en a deux. Enfin, les Gros Lardons, voilà. Il y a ce qu'il y a en même temps, les gens ont pris la mesure de la gravité de ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y avait une ratonnade en cours, et tout le monde a pris ça très au sérieux et l'a analysé politiquement. Et en même temps, s'est saisi de ce moment pour ridiculiser ces mecs-là qui faisaient les soldats tout en étant le truc Gros Lardon. On est obligé de rire. En fait, c'est ça que je trouve. Puis de les déviriliser, quoi. Voilà, Division Martel, les mecs qui connaissent pas l'histoire de France, Charles Martel, c'était quelqu'un, il pillait des monastères. Tu parles d'un modèle. C'est clair. Ah, bonjour le modèle. Bah oui, c'est ça, c'est clair. Et justement, pour moi, c'est faire les deux. Ça veut dire tout le monde est au courant qu'il y a le danger très sérieux, qu'on prend très au sérieux des milices d'extrême droite dans la rue. Et en même temps, à un moment donné, il faut aussi se moquer d'eux, quoi. Et se faire les deux en même temps, c'est ça qui rend puissant. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est un ADN de la gauche, parce qu'au final, tu regardes des Marceau, ils se revendiquaient de Charlie Hebdo de la grande époque, de Ciné. C'est des choses, genre même à Canal+, à un moment, qu'on connaissait. Il y avait vraiment Coluche, des proches. Moi, je vois, c'est beaucoup la culture de mes parents, qui étaient des ouvriers, donc qui n'avaient pas une culture politique énorme, mais qui étaient sacrément à gauche, parce que ils avaient cet esprit-là, les guignols de l'info, etc., cette chose-là. Et nous, on s'est dit avec Raz, il faut qu'on essaye d'amener ça aussi sur Internet à notre manière. Donc c'est pas genre reprendre les codes de l'extrême droite comme certains disent parfois. Je pense que c'est une mauvaise analyse de ce qu'on fait. Nous, non. Ça de vous. Ouais, parfois ça arrive. Et nous, on s'inscrit plutôt dans cette logique-là. Ouais, mais parce qu'on peut être vulgaire. Il y a des gens que mais en fait, ça vous rend cool, quoi. En fait, c'est le paradoxe, je trouve, de la chose. C'est de faire genre. Alors en plus, moi, ça me fait rire parce que moi, je vois un peu la France insoumise en mode, je me dis, c'est plein de lunettes rondes, de gens un peu sérieux qui travaillent leur dossier. Et on est en train de dire que c'est des sales gosses qui foutent le bordel. Mais au final, ça veut dire que c'est subversif. Et c'est pas forcément qu'une question de forme, c'est aussi une question de fond. Ils le sentent, mais je pense que c'est ça aussi qui résonne dans la jeunesse, qui a cette envie-là, tu vois. Et par exemple, sur le drapeau français, moi j'aime bien cette idée aussi de récupérer, de rien leur laisser plutôt. C'est pas récupérer, c'est plutôt rien leur laisser. Pourquoi est-ce que l'extrême droite prendrait les salles de sport, le drapeau, l'humour? Pourquoi d'un coup ça serait eux le cool, le machin? Bah non, en fait, il faut leur montrer qu'au contraire, ils sont assez mauvais. Et quand ils parlent de ces sujets-là, quand ils parlent de la France, au final, la vision de l'identité française qu'ils ont, elle est ridicule, elle est pauvre. C'est pareil, quand ils parlent de sport, au final, ils se limitent juste à avoir des muscles, un machin, et ils n'ont pas une vraie vision développée du truc. Il n'y a pas de spiritualité quand ils parlent de politique. En fait, c'est ça, justement, c'est d'aller dire, mais regardez, en fait, ils sont pauvres. Et c'est intéressant parce que des fois, on a tendance à se dire, ah bon, vu que la droite en parle, on va mettre ça de côté.